Aujourd'hui, comme un diabétique, le CF Montréal résiste à la Charlotte. On continue de s'intéresser à Miami comme des tatas. Les Saoudiens continuent d'animer le marché des transferts et chez certains, ça laisse un goût aigre qu'on appelle le rance d'Arabie. Ici Hassoun Camara. Ici Olivier Tremblay et vous écoutez Tellement Soccer. Ce matin, dans la douche, j'en ai profité. J'ai mis un peu de Cowboy Fringant, 3 accords, Karim Ouellet. Moi, j'en ai profité un peu de mon côté. J'ai fêté un peu ma Saint-Jean, ma façon, loin de la maison. Mais au pire, je la fêterai demain avec ma famille. Je me reprendrai une journée plus tard. Non, je crois pas qu'il n'y a pas cet aspect de revanche. Mais c'est sûr que moi, je suis toujours dans le mindset de me prouver. À chaque jour à l'entraînement, à chaque match. Me prouver non seulement... au sélectionneur, mais aussi juste à mon coach, au directeur sportif ici, puis à mes coéquipiers. Donc, c'est ce que j'essaie de faire à tous les matchs. Du cowboy fringant dans la douche. Ouais. Hassoun. As-tu vu le documentaire sur le Tour de France sur Netflix? Pas encore, j'en ai entendu parler pas mal de fois. Beaucoup de monde autour de moi qui n'aiment pas spécialement le cyclisme en tant que tel ou à suivre tous les jours, mais qui ont été convaincus par ce documentaire, à l'instar de Drive to Survive en Formule 1. Donc, j'ai hâte de regarder ça. Et au risque de te divulgacher quelque chose, à un moment donné... Encore? Tu me l'as fait avec Ted Lasso déjà, là. Un instant. S'il J'ai te fait plaît, attention Olivier. avec Ted Lasso. Mais dans un des épisodes, justement, où on suit Groupama FDJ, dans Groupama FDJ, je présume que c'était l'idée d'Antoine Duchesne, mais ils sont dans l'autobus et ils chantent une chanson des Cowboys fringants. Mm. Je veux dire, il y a un Québécois dans la bunch, là, puis c'est de toute beauté. Il marque son empreinte. Tout à C'est fait. beau. Et Jonathan Sirois, donc ça lui réussit. Hein? Ouais. Moi, j'aurais mis Vilain Pingouin dans la douche. Tu connais Vilain Pingouin? Non. Ah, c'est ça, hein? Non, je connais On pas. dirait que pré-1999, à peu près, ta culture québécoise Mais est c'est moins là. C'est ça. On travaille là-dessus, les Il y amis. a une chanson qui m'a marqué, moi, au Québec, en arrivant, c'est le coton ouaté. Hey! En arrivant, ça date pas de 2011, ça. Ah, mais c'est les bonnes discussions que j'ai avec mes amis. T'es bien beau dans ton coton ouaté? Tu vois que c'est ce que la culture québécoise a fait de mieux pour Hassoun Camara. Et ouais, l'arrivée de Français qui regardent ce type de musique, qui sont accrochés par ça. Franchement, c'est beau. C'est une belle chanson et qui nous marque entre amis, entre expatriés français. Donc voilà notre type de karaoké le week-end après les matchs. Désolé, Olivier. Le CF Montréal a joué 2 matchs. T'es bien cette beau dans ton semaine. coton ouaté. Le CF Montréal a joué 2 matchs, disais-je, cette semaine. Victoire de 1-0 contre Nashville en milieu de semaine, puis un nul de 0-0 à Charlotte ce samedi. Ouais. Je me répète, on dirait chaque semaine quand je dis ça, puis je l'assume totalement. Tu regardes qu'est-ce que l'Impact faisait au début de la saison et ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, c'est 2 équipes totalement différentes. Là, tu gagnes contre l'équipe en forme de la MLS à ce moment-là, probablement, la 2e de l'Est et de toute la Ligue, Nashville. Et après ça, tu t'en vas à Charlotte. Charlotte qui casse rien, mais qui ont un collectif quand même intéressant, dirons-nous. Ils sont à l'extérieur. À l'extérieur, ils s'en sont pris des varlopes cette saison. Et là, ils vont faire un match, à mes yeux, super bien géré. Alors, ma question pour toi, Hassoun, est-ce que c'est une de ces semaines qui peut dicter le reste d'une saison? À 100%. 100%. J'ai été marqué, moi, par cette semaine qui était le reflet de ce qu'ils font bien en ce moment. Être intraitable à domicile, parce que franchement, le record qu'ils battent, c'est juste incroyable. Et je le dis en connaissance de cause, je veux dire. On parle de record de blanchissage dans le championnat, 6 de suite à domicile. Exactement, et c'est difficile en tant que défenseur justement de garder cette saccage inviolé. Toi, je le sais, il fallait que tu cours pour toutes les autres. C'est ça, exactement, avec mes 4 pattes. Et de l'autre côté, d'aller chercher justement, capitaliser et d'arriver justement à aller chercher des points à l'extérieur de cette façon-là, de façon organisée, structurée, sérieuse. On voit une équipe... Ce que le CF Montréal faisait l'année dernière, finalement. Arrivé à faire l'année dernière, mais on avait l'impression de l'avoir totalement perdu en début de saison. On s'est dit, où est-ce que va cette équipe? Des défaites dans tous les sens, 9 buts pris en 2 matchs à peine.
si je me souviens bien, à un Un moment donné. 4-0, un 5-0. 4-0, 5-0, t'enchaînes de cette façon et tu te dis, là, ça y est, là, faut peut-être tout changer. Puis tu Mais te rends toutes compte. les défaites comptent égales. Exactement. Et tu te rends compte que ils ont réussi à grandir, à évoluer. Il y a eu bien entendu ce changement avec l'Inter Miami qui a fait la différence. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est des leaders qui sont présents, qui ont assumé leurs responsabilités. On se demandait s'il fallait les échanger. Finalement, c'est eux qui grandissent et qui amènent justement cette confiance-là. Et tu as l'impression qu'ils sont juste increvables et qui sont prétendants à des choses peut-être beaucoup plus fortes cette saison. Et ça, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui auraient parié sur ce regain durant la saison. Si, peut-être Olivier, toi, voilà, tu gagnes sur tout, toi, j'en peux plus. Peut-être Olivier Tremblay, mais franchement, faut tirer un coup de chapeau aux hommes de l'Osada et à l'Osada aussi, parce que quand ça va pas, faut le dire. Et quand ça va bien, faut le dire. Et franchement, le travail qu'il fait depuis le redressement qu'il a amené à cette équipe, il est spectaculaire et il faut lui tirer un coup de chapeau parce que c'est le crédit aussi à l'entraîneur, à ses idées, au changement qu'il fait, à l'émulation qu'il donne à son équipe. Et il y a 10 sur 10 aujourd'hui. Ouais, et quand on regarde la situation purement comptable aussi, d'une part, Montréal a un match en main sur quelques adversaires qui sont derrière eux. Et là, en dessous, au classement, on a, dans l'ordre, DC United. Ouais. OK. Charlotte. OK, on en a parlé. Les Red Bulls, qui ont été vraiment mauvais pendant très longtemps depuis le début de la saison, mais là, il y a un petit regain de vie récemment. Chicago, un peu même genre de situation. Ils ont perdu 2 de leurs 7 derniers. NYCFC. NYCFC n'a pas gagné depuis le 22 avril en championnat. Ouais. Pour une équipe comme celle-ci, c'est clair que là, je suis pas sûr qu'ils aient vécu des situations semblables depuis de nombreuses années. C'est une équipe qui roule régulièrement. Ah oui. Et dis-moi donc, qui est le prochain adversaire du CF Montréal à Sun? Bonne question. C'est le NYCFC. Ils les reçoivent. C'est ça. Fait que, on ne sait pas. Ouais. Match piège, peut-être. On sait pas mal sûr qu'on va parler de match piège souvent cette semaine. Je pense il faut éviter les matchs pièges. Et il y a aussi Toronto. Mais bon, Toronto, c'est comme... C'est facile. Il y aurait une division en dessous de la MLS et Toronto serait dernier. Là. C'est facile, Toronto. Non. Je pense que... Je n'ai pas parlé de Miami non plus, mais ça, on y reviendra. La force du CF, justement, aujourd'hui, c'est d'arriver à, dans ce qui dégage, en tout cas, à ne plus craindre qui on va jouer en fait face à nous semaine après semaine. J'ai l'impression que cette équipe est en pleine confiance, qu'elle s'adapte à ce qu'elle veut faire sur le terrain. On voit des schémas de jeu qu'ils mettent en place. Peu importe l'équipe face à eux, on sent comment l'équipe veut sortir le ballon, comment on veut jouer, le sang-froid qu'on y met. Et sauf quand ça passe par les pieds de George Campbell des fois. Oui, ça c'est autre chose. Non mais oui, un petit peu. Mais il y a eu certains moments de nervosité. Là, mais depuis le début de saison, mais depuis le début de saison, il y a des up and down qui font il faut le remarquer, mais globalement c'est quand même assez bien. Et je pense que c'est ce qui est remarquable aujourd'hui, c'est qu'on arrive à sortir du doute, du manque d'identité, du changement, de voir Wilfried partir, de savoir où est-ce que va aller l'équipe. On sentait une équipe divisée en deux sur le terrain, sur la philosophie de jeu. Et puis là, depuis quelques matchs, on a l'impression que tout roule et que oui, cette équipe peut affronter qui elle veut face à elle. Ce qui se dégage, c'est qu'elle sait ce qu'elle veut faire et ça, c'est plutôt pas mal. C'est comme si tu laissais un entraîneur et une équipe travailler ensemble sur une certaine période de temps. Du début à la fin, il y a une amélioration. C'est un concept totalement novateur à Sun. Dans le sport de haut niveau. Laisser du temps à du monde pour travailler dans la vie. Un petit peu, mais c'est vrai, mais en même temps, Olivier, il faut se remettre dans le contexte. Et moi-même, sincèrement, j'étais sceptique quant à la façon dont l'équipe allait... La façon dont ton téléphone vibre. Ouais. Dans la façon dont l'équipe allait se comporter. Quand tu as un Wilfried Nancy qui fait aussi bien, sincèrement, et qui part à Columbus, qui fait ce qu'il fait de cette façon-là, forcément, tu te dis que je veux dire, le bagage de philosophie de jeu est parti avec lui à Columbus. Tu te demandes comment l'équipe va réagir. De l'autre côté, tu as le directeur sportif qui dit non, la philosophie, c'est nous, ça reste ici et on va le prouver. Quand tu perds autant de matchs en début de saison, forcément, tu te poses des questions. Donc là, écoute, le travail est fait, ils font très très bien. Et puis, il est impossible de penser à certaines ambitions cette année. Moi, je pense qu'avec l'expérience de l'année dernière et ce qu'ils amènent cette année, j'ai envie de rêver à l'approche de cette deuxième partie de saison. On va entendre ça. Ouais.
Asun Camara, sans la nommer, parle de coupe MLS. Non, j'ai Il dit rien ça dit. sent la coupe. Non. C'est ça qu'il a dit. J'ai rien dit. Ça sent la fumée en ce moment à Montréal. C'est tout ce que ça sent. Mais Ah, ça, pour sentir la fumée. ouais, non. J'ai envie de voir cette équipe justement évoluer, progresser, et j'ai hâte de voir comment ils vont emboîter cette deuxième partie de saison. On a parlé de ses goûts musicaux, déjà. On n'a pas parlé de son jeu tellement. Jonathan Sirois. Jonathan Sirois est le 6e gardien de la MLS. Quand même un quart de siècle d'existence. À blanchir l'adversaire 8 fois en 11 matchs. Premièrement, tu vas me dire, je suis fort en mathématiques, mais 8 fois en 11 matchs, est-ce que c'est beaucoup? C'est Et pas mal. deuxièmement, où serait cette équipe-là sans lui? Je veux dire, on lance des fleurs au CF Montréal et tout ça, mais reste que sur certains matchs, tu te dis, ils perdent des points s'il n'est pas là. Pour moi, c'est assurément le MVP de cette saison. C'est l'homme de la saison, absolument. Franchement, il est incroyable. Il est incroyable. Je sais que je disais Mathieu Chouanière il y a genre 2 semaines, voire même une semaine, mais là, C'est vrai, il donne c'est le vrai. goût de changer. Ouais, Là. c'est vrai, on en avait parlé, et je peux te dire que ce qu'il arrive à faire sur cette saison-là, de là où il part, dans la comparaison, d'être dans l'antichambre justement de Pantémis, de prendre sa place et d'assumer justement ce statut-là. Moi, je trouve que ce qu'il fait, c'est juste incroyable. J'ai connu beaucoup de gardiens au CF Montréal aussi, à l'Impact, et des gardiens de talent, mais j'ai comme l'impression qu'il s'inscrit déjà dans les tout meilleurs potentiels, en tout cas, pour arriver à être un top gardien. Je dis bien dans cette ligue, et pourquoi pas ailleurs par la suite, parce que je trouve que ce qu'il fait, c'est fabuleux. Il est techniquement très bon avec le ballon, il est assez à l'aise, il participe au jeu, et ce qui me plaît surtout en tant que défenseur, c'est son charisme et la personnalité qu'il donne, la confiance qu'il nous donne en fait quand on est sur le terrain. Quand tu as un joueur qui communique avec toi de cette façon, et c'est des détails qu'on voit peut-être très peu à la télé, mais au stade c'est très ça, il est très communicateur, il participe, il invective sur les coups de pied arrêtés, tu as l'impression d'être rassuré, et tu as le sentiment que ok, c'est bon, on a un gardien. Je peux te dire qu'avoir ces sentiments-là, ça t'aide à te dépasser, à te dire que même s'il y avait une faille, le gardien serait là. Et ça, c'est un facteur plus, mais essentiel pour aller au bout. Je ne parle pas de coupe MLS, parce que tu vas m'enguirlander encore une fois. Et je le retire ou je ne le dis pas, je le mets de côté, mais entre parenthèses au moins. Mais en tout cas, tu peux avoir des ambitions lorsque tu as un gardien de la sorte et qui bat des records, tu l'as dit, là, mais qui sont juste incroyables, il faut le dire. Là. Même si c'est un petit genou, si tu étais un vétéran sur le terrain comme un Rudy Camacho, par exemple, t'aimes ça entendre un genou comme ça, prendre ses aises de cette manière-là? Il faut justement, et c'est là le danger qu'on peut avoir lorsqu'on est jeune, penser qu'on doit rester à notre place, dans notre carapace, de se dire que ok, il y a plus âgé, plus expérimenté que moi, donc je vais la mettre en veilleuse. Alors que non, le sport de haut niveau te dicte ça, t'impose justement d'avoir un rayonnement, de mettre de la personnalité, et de jouer le match que tu dois jouer sans te poser autant de questions. Et c'est ce qu'il arrive à faire justement. Et je trouve qu'il est excellent. Le sport de haut niveau est ingrat aussi, parce que tu as un joueur comme Pantémis qui développait son foot, qui s'installait d'une certaine façon et qui avait l'ambition justement de s'inscrire dans ce registre-là. Tout ça part d'une action absolument bête à Miami. Anodine, ouais, exactement. Et finalement, tu te retrouves blessé, et ton gardien remplaçant fait la différence de ce côté-là. Alors, on dit communément que dans le sport de haut niveau, lorsqu'on est blessé, c'est pas une blessure qui est supposée te mettre de côté lorsque tu as la carrure, le talent et la personnalité pour jouer. Mais là, pour le coup, ce qu'arrive à faire Sirois, c'est juste fabuleux. Et tout le crédit revient à lui sans forcément décrier le talent de Pantémis. Et là, on l'entendait, on le voyait pour ceux qui regardent sur YouTube. Et on l'entend un peu dans sa voix quand il dit ce match-là, c'était pas une revanche pour sa non-sélection avec le Canada pour la Gold Cup. Il dit, mais il y a quelque chose dans sa voix et dans l'expression de son visage. Il dit ça, mais il y a un petit côté. Je veux dire, tu regardes l'effectif de la Gold Cup, puis bon, Borian, ça va, Sinclair, mais vraiment, Tom McGill a plus sa place qu'un Jonathan Sirois, par exemple. Non. Et Hernan Losada va pas s'en plaindre. Il a encore son gardien en championnat, puis tant mieux pour lui. Mais pour le jeune... Il te dit ça, donc moi je vais l'écouter comme toi. Je vais écouter l'entrevue en tant qu'ancien joueur, en tant que
voilà, chroniqueur, je vais écouter ses paroles, etc. Tout ce que tu vas faire dans ta vie, ça va être comme ancien joueur parce que c'est ce que t'es, Hassoun. C'est vrai. Ne renie pas Merci. ce que tu as fait dans ta vie. Exactement, c'est très important, savoir d'où on vient. Donc je retourne d'où je viens justement et je me mets dans le vestiaire, dans sa carapace à lui et je peux te dire que bien entendu que c'est une revanche. Bien sûr que c'est une revanche. Bien sûr que tu joues justement pour te prouver à toi que tu as la personnalité pour aller au plus haut niveau parce que tu n'es jamais satisfait de ce que tu fais. Même quand tu gagnes, tu en veux plus et tu veux évoluer. Et forcément, en vouloir plus, c'est aussi être en concurrence avec des personnes qui ont été choisies à ton encontre. Et forcément, lorsque tu fais ces prestations-là, bah, tu te dis, bah, ok, ouais, j'ai fait le boulot et puis je vais continuer à faire le boulot et à prouver qu'il s'est trompé. Et c'est ce que demandent les entraîneurs aussi. Ils veulent avoir cette émulation de la concurrence aussi. Et je pense vraiment que dans les prestations et dans ce qu'il affiche aussi, bah, en tout cas, je l'espère, qu'il a la plus grande ambition et celle d'arracher une place, bien entendu, en équipe nationale. Ce serait la suite logique, celle d'une certaine évolution et d'une récompense aussi de ce qu'il fait sur le terrain, d'un statut. Parce qu'à mes yeux, en tout cas, il mériterait d'être largement dans les 3 gardiens de l'équipe nationale sans même y réfléchir. Rappelle-moi quel gardien, Jonathan Sirois, de qui il prend la place au CF Montréal? Pantémis. Pantémis, son statut avec l'équipe nationale, c'était quoi donc déjà? Ouais, là encore. Hein? Je veux dire, je suis pas en train de dire que c'est un raccourci intellectuel peut-être, mais tu sais, il fait... Je ne veux pas dire qu'il fait mieux parce qu'on ne peut pas dire comment la saison de James Pantémis se serait passée, mais il est en train de jouer à la place d'un gardien qui était dans le groupe à la Coupe du Monde. Exactement. Après, la seule nuance que je te donne en équipe nationale, c'est le fait que le 3e gardien, souvent, on sait globalement qu'il ne va pas participer et pas jouer. Et c'est plus la personnalité du joueur qui est sélectionnée plutôt que le terrain en tant que tel. Donc, je peux comprendre Maxime Crépeau s'était blessé, tout ça. C'est ça. Avant de m'envoyer des mails d'insultes, je le sais. Ouais, mais dans la logique de groupe, bien sûr qu'il y a ces impondérables, il y a ces critères-là qui sont pris en compte. Mais je pense que Sirois est un bon garçon, une bonne personnalité qui travaille bien. Je sais qu'il travaille très, très bien et qu'il apporte beaucoup, beaucoup dans le vestiaire aussi au CF. Et je suis sûr qu'il pourrait s'intégrer facilement à cette équipe nationale. Donc, ce que tu me dis, c'est que John Herdman n'aime pas les Cowboys fringants. Peut-être, ouais. C'est ça. Il est plus qu'auto-watté. Voilà. Oh non. Ça allait si bien. Ça allait si bien. On a parlé de ce match-là contre Charlotte. Juste un petit mot sur le match contre Nashville, parce que Nashville, on l'a dit, 2e équipe dans l'Est, 2e équipe de la MLS. Et surtout, en face, il y avait Hani Mukhtar. Ouais. Et franchement, Hani Mukhtar n'a pas fait grand-chose dans ce match-là. Et c'est pas parce qu'il était à côté de ses pompes ou quoi que ce soit. Le CF Montréal a travaillé fort pour le garder loin de son but, le faire reculer le plus possible. Qu'est-ce que tu as pensé du plan de match contre Nashville? C'était une très belle mise en place, sincèrement. Comme tu as dit, on l'a éteint. J'étais très inquiet. En fait, quand on me demandait si Nashville allait faire quelque chose aujourd'hui face au CF Montréal, je me disais, avec Hani Mukhtar, forcément, ça va être compliqué. Puis finalement, il n'a pas eu tellement de brèches. Il en a eu une en échappée sur le côté droit où il fait un centre dans la surface de réparation. Puis notre choigneur national nous revient avec un tacle fabuleux. Vraiment, il faut le relever parce qu'il sauve l'équipe à ce moment-là. Il y a des airs de Laurent Simon. Oui, exactement. Et sur cette action, j'ai l'impression qu'Hany Mukhtar pouvait faire mieux dans la fixation ou dans le choix de sa passe, dans l'intensité de sa passe. Mais hormis ça, c'est vrai à l'extérieur, je comprends qu'il veuille précipiter son geste un peu. C'est ça. Mais tout ça pour dire que ça a été bien géré. Je pense que, tu sais, lorsqu'on joue face à des joueurs aussi efficace, aussi fort, forcément, il y a une attention plus grande durant la semaine dans la préparation. On essaye de le cadrer au mieux et d'essayer de fermer les passes pour lui ou de faire un travail tactique en fonction du meilleur joueur. Et je pense que ça a été très, très bien fait, très bien exécuté. On n'a pas senti la crainte qu'il pouvait donner dans les autres stades, en tout cas, et ça c'est à relever. Donc, un match franchement très réussi pour le CF Montréal contre Nashville. On a parlé de l'équipe canadienne à la Gold Cup. Leur premier match en phase de groupe, ça va se passer mardi contre la Guadeloupe, qui est un village en Beauce. Il y a eu quelques résultats intéressants. L'équipe nationale américaine qui a réussi seulement à faire un match nul, puis je dis réussi parce qu'ils ont dû revenir au score, si je ne me trompe pas. 1-1 contre la Jamaïque. Et ça, c'est une commande, là. Jacques-Alexis dans le moniteur. Du patron. Haïti a gagné 2-1 contre le Qatar. On le voit lever les bras au loin, c'est beau ça. Hassoun, chante-moi les louanges d'Haïti.
Haïti créole, mon gars, c'est beau ça. Ça, c'est de la victoire. Ça, c'est de la victoire. Parce qu'on sait qu'Haïti, c'est ça. Haï- tu te mêles pas avec Haïti. Tu sais qu'ils vont venir à la Gold Cup avec le couteau entre les dents. Ils veulent venir faire des résultats. N'importe quel supporter du Canada se souvient de ce 3-2 d'Haïti contre les Rouges. Tandis que, bon, du côté américain, on repose des gens. Il y a des gens qui purgent des suspensions sans même faire partie de l'effectif. C'est pas merveilleux, hein? Les règlements de la CONCACAF et de la FIFA. Même chose pour le Canada. On a décidé de donner congé à beaucoup de monde. Et ça se comprend, mais Haïti, on joue notre va-tout. C'est ça, justement. Je pense que c'est ce type de compétition qui permet à des nations comme Haïti de s'exprimer. T'es pas, entre guillemets, en position de te dire que tu peux gérer en fonction des différentes compétitions. Donc, chaque tournoi internationaux comme ceux-ci sont des opportunités exceptionnelles pour se mettre en avant, pour jouer face à d'autres belles nations aussi. Donc, moi, j'aime toujours la fraîcheur et l'attitude qu'a Haïti dans les tournois. Il y a toujours une particularité autour de ça. Les partisans ont envie de suivre leur aventure, de voir la façon dont ils progressent. Je me souviens d'avoir vu un documentaire, moi, à l'époque, de la façon dont ils jouaient sur le terrain, mais aussi l'atmosphère qu'il y avait autour du groupe. Razon qui arrivait justement à rassembler par leur personnalité. Beaucoup, beaucoup d'ambiance, un plaisir de se retrouver. Et moi, c'est ce que j'aime dans le foot. C'est ce que j'aime dans le foot, de voir des équipes avec cette fraîcheur-là. Et d'être content de se retrouver dans cette atmosphère-là. Donc, ils le font bien. Ils le font bien face au Qatar, il faut le dire. Faut quand même être une réserve, pas une réserve, mais le souligner. Le Qatar l'une des puissances de la CONCACAF. Hein? Oui, ça dépend sur quel invité, je le sais. Envoyez-moi pas des mails d'insultes. Ça ferait 2 insultes dans l'émission, Olivier, pour toi. J'ai reçu bien pire. J'ai reçu bien pire dans mes courriels. Ça va. Mais écoute, oui, il faut dire que le Qatar, dans ce qu'il propose, c'est assez limité en termes de compétitivité, mais c'est des victoires belles à prendre et une belle rampe de lancement dans le début de cette compétition. Donc, je vous rappelle, mardi, l'entrée en scène du Canada contre la Guadeloupe. J'ai mentionné très, très rapidement, tantôt, l'Inter Miami. On va en parler un tout petit peu plus. Vendredi, vers 17h, grosse nouvelle dans l'actualité internationale. Oui. Donc, assez parlé de la Russie. Sergio Busquets qui s'en vient, pense-t-on, parce que c'est pas confirmé, comme Messi. Mais c'est jamais confirmé. C'est jamais confirmé. C'est juste des petites mises en bouche. Il y avait une enfilade c'est une vidéo d'environ 30 secondes. Ouais. Environ. Avec différentes citations. La phrase que Vicente Del Bosque n'a jamais dite à propos de Sergio Busquets. Quand on regarde le match, on ne voit pas Busquets, mais quand on regarde Busquets, on voit tout le match. Ça lui est attribué, mais apparemment, il n'a jamais dit ça, Vicente Del Bosque. Et ça s'écrit, Miami, je sais que vous écoutez, ça s'écrit Vicente, pas Vincente, comme dans votre vidéo. Ça m'enrage à ça. Ce genre d'affaires-là. Il y avait du Modric, il y avait du Xavi, il y avait du Messi aussi. Et à la fin, Bouzy, le surnom de Sergio Busquets, qui ne serait pas le seul à s'en venir parce que, en plus, Tata Martino, l'ancien entraîneur, champion de la MLS avec Atlanta, jadis naguère, à l'époque jurassique où il n'y avait pas encore de pandémie. Il était là pour un match de gala pour Maxi Rodriguez. Pas celui qui a joué à l'Impact de Montréal. Un autre, non. Tout juste un peu différent. Ceux qui savent, savent. Et Max Rodriguez... Ça va 3 insultes dans les balados, ça fera beaucoup. Attention. Honnêtement, si Maxi Rodriguez m'écrit un email d'insulte, ça ne me dérangera pas. Peut-être que je le ferai imprimer et encadrer. Je le mettrai ici à côté d'un veston de la soirée de hockey. Martino, bref, en marge de cette rencontre de gala pour M. Rodriguez, a dit on est en discussion avec l'Inter Miami. Donc, on sait Phil Neville, maintenant entraîneur adjoint de la sélection canadienne, qui a été limogé il n'y a pas longtemps, remplacé par c'est Javi Morales maintenant qui est par intérim. Et là, donc, Martino qui a déjà dit à The Athletic que la MLS était sa faiblesse. Il n'était pas capable de s'en empêcher, la MLS. Il adore ça maintenant.
Mais là... Surtout avec un Messi qui arrive. ouais, C'est une belle faiblesse. Ben, écoute. Moi, je te dirais que Miguel Almiron est comme un genre de Messi light, mais ça, c'est peut-être un biais qui parle. Mais là, avec tout ça, il n'y a rien de confirmé, mais Miami est en train de brasser la cage pas mal à Sun. Franchement, ce qu'ils font, c'est impressionnant. Ce qu'ils font, entre guillemets, on va Ouais, se dire. c'est impressionnant de voir ces arrivées cumulées. Celle de Messi, bien entendu, mais tu rajoutes Busquets, Martino de cette façon-là, c'est juste incroyable. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le terrain. Franchement, Et moi donc. c'est vraiment je sais pas, deux univers différents qui se rejoignent de façon abrupte, directe, sans transition. Et puis, j'ai encore du mal à imaginer que Messi, Busquets et Tata Martino vont intégrer cette équipe-là. Donc, quand tu entends ça, quand tu entends ces trois noms, forcément, tu te dis peut-être qu'il y en aura d'autres derrière. Est-ce que cette équipe-là donc, a forcément l'ambition d'aller chercher des choses? Écoute, Et en Franco Negri est sorti sur blessure contre Philadelphie. Exact. Fait que Jordi Alba, allô? Exact. Et forcément, en même temps, tu regardes le classement, le contenu de cette équipe qui est juste catastrophique, cataclysmique. Franchement, ils y arrivent pas. Ils sont au bas-fond justement de ce classement-là. Et là, il y a deux, je sais pas, il y a deux univers qui se confondent dans ta tête. Tu te dis, mais est-ce qu'ils peuvent accrocher peut-être les séries avec cette équipe-là? Est-ce que l'ambition, c'est juste d'intégrer cette équipe et de se dire qu'on va être moyen cette saison? Et ce qu'il va falloir, assurément là aussi, enlever des joueurs, les faire partir, pour pouvoir je pense. ouvrir justement la porte à ces joueurs-là. C'est toutes ces questions-là, moi, j'ai envie de voir comment ça va s'articuler vraiment. Il y a pas mal de questions autour de cette équipe. Si tu es un directeur technique, directeur sportif, vice-président, Ouais. chef de la direction sportive de n'importe quel autre club de la MLS, quelle question est-ce que tu te poses justement par rapport à ça? Parce que ces gens-là ne viennent pas gratuitement. Il y a des règles en MLS qui sont autrement plus sévères que dans n'importe quel championnat du monde, particulièrement l'Arabie Saoudite. Miami qui a été sanctionné aussi tout récemment. Miami qui a déjà été sanctionné aussi pour avoir Et sévèrement, trafiqué ses ouais. chiffres essentiellement. Est-ce que, on en a parlé un petit peu, il y a quelques balados de ça, mais là, justement, est-ce que c'est vraiment le premier signal concret qu'on se dirige vers un allègement de certaines règles à tes yeux? Je pense qu'il y aura assurément un virage encore avec l'arrivée de Messi. On a vécu cette situation avec David Beckham à son arrivée. On parlait carrément de loi Beckham. La règle Beckham, absolument. Exactement, à son arrivée, ce qui a permis justement d'avoir une autre flexibilité. Je pense assurément qu'il faut en tout cas avoir une certaine équité dans ce championnat-là, et que la façon dont vont être intégrés ces joueurs-là doit permettre une certaine éthique collective en termes de concurrence pour les autres équipes aussi. Parce que je ne vois pas comment ils vont faire, en fait. Je veux dire, si les joueurs désignés décident, je ne sais pas moi, Leonardo Campagna, par exemple, s'il décide de rester, on lui force la main, on lui dit « tu dois partir pour faire de la place ». Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'ajustes en fonction? On a l'impression que la MLS et l'Inter Miami est un peu dépassé par les annonces unilatérales de Messi, qui s'est autoproclamé nouveau joueur justement de l'Inter Miami. On a l'impression qu'ils ont été un petit peu dépassés dans la communication, qu'il y a encore des choses à régler et qu'on est encore en plein dedans là. S'il y a quelque chose sur laquelle la MLS est particulièrement stricte, oui, exactement. C'est bien la communication. Il n'y a rien qui ne peut être annoncé unilatéralement par un club. Ça prend le OK de la Ligue. Il faut montrer patte blanche sur tout en termes de communication, je vous l'assure. Là. Exactement. Tu parles Sauf quand on s'appelle Lionel Messi. C'est peut-être ça. Voilà. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses à gérer et j'ai hâte de voir comment ça va s'articuler. Je veux dire, comme tu l'as dit, les règles sont assez strictes et on a l'impression que là, il va falloir faire de la place et peut-être pousser un petit peu les règles d'aujourd'hui pour entrer le grand Léo Messi dans ce championnat-là. Et on a justement posé la question à vous, à la maison. L'arrivée de Lionel Messi en MLS aura pour effet 3 petits points. Il y a eu plusieurs réponses intéressantes. On entre pas mal dans les mêmes thèmes, on le formule différemment. Dans un premier temps, Jean-Daniel qui dit aura pour effet de décevoir étant donné que les attentes sont beaucoup trop hautes. J'espère vraiment le contraire, entre parenthèses, ajoute-t-il. Tu le vois ça? Que ça puisse Non. ça puisse décevoir d'une manière ou d'une autre? Ils sont derniers.
Ils ont 18 points. Je veux dire, tu peux faire quoi de pire, en fait? Je veux dire, autant de défaites, des équipes qui se prennent des tartes week-end après week-end, en fait. Tu vois, il y a aucune réaction, il n'y a rien. Donc, je vois pas ce qui peut être pire, en fait, que ce qu'on voit aujourd'hui, si ce n'est d'espérer qu'il puisse faire remonter son équipe de façon spectaculaire. Ils vont se planter à MLS, mais ils vont gagner la Leagues Cup. T'imagines? Regarde bien ça. T'imagines? Hein, comme DC en 2014. Ah, ce serait original. Ils avaient Ouais. gagné quoi? 3 matchs de championnat, puis la Coupe des C'est la- États-Unis. C'est la magie de, C'est formidable. c'est la magie de la La MLS. magie de la Coupe. Denis qui dit que ça aura pour effet l'augmentation de la popularité du sport en Amérique. Pourquoi pas? Et Serge qui en rajoute, ça aura pour effet de dépasser la Ligue nationale de hockey dans le top 4 nord-américain. Pow! Oui, c'est incroyable. Et ce qu'il dit, c'est réel, c'est vrai. Je pense que la LNH est à un niveau intéressant, bien sûr, en popularité en Amérique du Nord, mais on voit que les chiffres sont une réalité aussi. On a été déçus de l'audience de la finale. Floride contre Vegas. Et justement, il y a eu ces discussions de voir l'impact qu'aurait un Lionel Messi dans ce classement-là. On pense vraiment que la MLS va passer en 4e place des sports les plus populaires. Et je pense vraiment que Donc, oui, si Messi jouait avec Matthew Tkachuk, mettons, ça donnerait. Ouais. ça irait. Là. Exactement. Non, mais je pense vraiment que, justement, dans cet aspect-là, Messi va apporter ça, va apporter une popularité exceptionnelle. Je pense qu'on va se rendre compte de la dimension du joueur vraiment à son arrivée. On a des grands athlètes en Amérique du Nord, mais je pense sincèrement qu'il n'y en a aucun qui dépasse la popularité de Messi. Et je pense que cet engouement-là, le jeu aussi qui va amener, l'attrait qui va amener pour ce championnat va être fabuleux, c'est assuré. Il y a des gens qui nous partagent certaines inquiétudes. Par contre, Extra Large, ce que je présume être un pseudonyme, dit que ça aura pour effet de rendre le prix des billets inabordable pour la majorité des amateurs du CF Montréal. Même chose dans les autres villes. Bruno qui en rajoute, ça aura pour effet de remplir les poches des scalpers, les revendeurs de billets. Et Christian qui conclut ça avec ça aura pour effet un stade rempli de touristes et un CF Montréal qui aura l'impression de jouer à l'extérieur. Ça peut être le danger, Après, C'est un peu ça avec Beckham, mais j'ai l'impression que ça va être puissance. c'est vrai que 1000. c'était avec Beckham. Je veux dire, Ça a célébré le but de Beckham. Quand il a marqué au stade olympique, ça fêtait dans le stade. Là. franchement, oui. Et puis, bien entendu, la population de spectateurs au stade était bien différente de ce qu'on avait l'habitude de voir. Beaucoup de supporters, C'est parce qu'il ne te connaissait pas encore. c'est Il n'était pas encore tombé en amour avec toi, Sun C'est ça. Beaucoup de supportrices aussi venues voir David Beckham je pensais qu'il était dans les estrades. Je pensais que tu parlais de ta propre histoire avec les supportrices de l'Impact de Montréal. C'en est une toute autre, Olivier. Et justement, tu te rends compte que c'est vrai, il peut y avoir ce danger-là, entre guillemets, pour ton équipe, mais je pense que tout est une question de communication et surtout de capitalisation d'événements qui arrivent de cette façon-là. Comment est-ce que tu vas être capable de transformer cette clientèle en clientèle régulière dans ton stade? Je pense que c'est un levier, une opportunité extraordinaire pour tous les clubs en MLS de se dire que, OK, vous voulez venir voir Lionel Messi jouer au CF Montréal, par exemple. Bien entendu, pas de problème, mais pour ça, il faut que vous ayez des billets de saison à l'année et que vous soyez régulièrement là. Je pense que ça peut être un levier exceptionnel parce que tout le monde veut voir son fils approcher Lionel Messi. Voir Lionel Messi jouer face à son équipe locale, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et ça peut amener justement une idée de fidéliser cette clientèle-là et d'aller chercher un levier qu'on n'a pas été capable de chercher un peu plus tôt. Et une dernière que j'ai gardée juste pour toi, c'est Stéphane qui dit que ça aura pour effet qu'il marche pendant 90 minutes, ne parle jamais aux médias américains, qu'il joue sans passion ni urgence, mais tout le monde va s'en foutre, contrairement à Paris. Franchement, il a tout résumé. Il a tout résumé et tu te rends compte que, écoute, Paris, c'est le... J'ai une discussion, c'est marrant en plus ce week-end avec un de mes amis qui est supporter du PSG, mais t'as même pas idée là, c'est drap là, c'est le PSG, etc. Poster à la maison, je pense encore aujourd'hui. Il m'a dit, je crois à Paris, on est le seul microcosme, la seule place au monde où on déteste Messi. Voilà. On déteste Messi pour ce qu'il a amené au club. C'était un mariage horrible, etc. Et je lui faisais comprendre ça, c'est que dans le reste du monde, Messi est apprécié et qu'on sait on a l'impression que c'est le Paris Saint-Germain qui ne va pas bien et que tu peux pas t'attaquer à une légende de cette façon-là. Donc forcément, il y aura ce parallèle-là.
moi, je sais déjà aussi qu'il va marcher sur le terrain pendant 70 minutes, qu'il va faire ce qu'il veut, que quand il a envie d'accélérer, il accélérera, etc. Et ça sera très bien parce que il a fini le jeu d'une certaine façon. C'est Messi, il n'a plus rien à prouver. Et il y aura des soldats autour de lui, comme en Argentine, comme en équipe nationale d'Argentine, pour faire le travail pour lui et offrir, il y aura des un soldats. beau spectacle. Qui joue ce rôle-là à Miami en ce moment? Là? Personne. Ils ont personne qui court à Miami. Ils vont aller en chercher justement. Ben oui, J'espère mais en tout c'est cas. pas Busquets qui va courir pour lui. Ouais, Busquets aussi, là, je pense qu'il se rapproche de la plage aussi. de la plage aussi. Mais non, je pense que, écoute, Busquets à sa position, franchement, en sentinelle dans la défense, ça peut très très bien faire l'affaire. Il a 35-36 ans aujourd'hui. Je pense qu'il est capable d'assurer son poste. Messi, les gens veulent voir Messi, en fait, peu importe ce qui va se passer. Je pense qu'il aura envie j'espère en tout cas faire plaisir aux gens qui viendront le voir, à faire gagner son équipe, parce que qu'on le veuille ou non, c'est un compétiteur hors pair. Et je pense que c'est le PSG aussi et les supporters du Paris Saint-Germain qui se sont trompés dans la perception. D'une sportive en pensant que Messi allait te faire gagner tout seul la Ligue des Champions. Or, ça fait des années qu'il l'avait pas fait. Et de deux, sur la façon dont il joue au football. Je veux dire, Messi n'a jamais couru comme on l'attendait sur un terrain de football. Il a toujours passé au moins les 10 premières minutes d'un match à juste se promener, à marcher, à regarder, à observer. Et à Paris, on attendait à ce qu'il puisse courir comme un moins de 18 qui vient d'arriver dans une équipe. Je veux dire, c'est pas comme ça que ça se passe. On attendait à ce qu'il fasse les efforts pour un Kylian Mbappé qui a à peine 23-24 ans. Ça marche pas comme ça. C'est pas comme ça le football. Et le football qu'on connaît de Messi n'était pas adapté aux attentes des supporters. Je veux dire, c'est pas Makelele Messi, là. C'est Messi. Donc laissez-le jouer, fallait le laisser s'exprimer, et je pense que le mariage avec la MLS va être grandiose. Ouais, mais Messi peut encore gagner une Ligue des Champions, là. Il peut encore, ouais, c'est vrai. Ça de la CONCACAF. Et ouais. La plus meilleure Ligue des Champions du monde. La meilleure de toutes. Hein? Messi qui va jouer dans un stade bizarro en Amérique centrale. Là. Ça peut être marrant. Je m'en frotte déjà les mains, ça va être excellent. Mais pour ça va prendre des résultats à l'Inter Miami. Les amis, on se sort les doigts du nez un petit peu, là, puis on y met l'effort. On va aller faire un petit tour maintenant à l'international. Where is Khan? Wait, did you believe that? Stop. Don't listen to the fake news. I'm a tiger now. N'Golo Kanté. Ah là là, c'est l'émission de la musique aujourd'hui. C'est ça, hein? Ouais, franchement, c'était bon ça. Hein? Ouais. Ou il y a que les Français qui apprécient cette musique? Ça dépend. Ouais. Ça dépend. Ah, Jabi valide, c'est bon. N'Golo. Même le passage sur Mbappé? Je sais pas. Ok, c'est bon, il valide. Tout est bon. On a failli passer tout le balado sans dire ce nom-là. On l'a presque fait au complet. Attends, faut le plus. Attends. Comment ne pas parler d'Mbappé avec moi dans une émission? Come on. Olivier. Ça si bien. Je t'ai laissé Cristiano pour l'instant. Ah non, ça y est. Ça y est. Il me parle plus d'Olivier, c'est fini. Ça y est. Donc, ce qu'on a entendu, c'était la présentation de notre ami Kanté qui s'en va rejoindre Karim Benzema à Etihad, en Arabie Saoudite. Ça a été confirmé au cours de la dernière semaine avec on commence à rivaliser d'imagination entre clubs saoudiens là, pour faire des vidéos et tout ça. Et les rumeurs, ça continue. Les confirmations, ça continue. Ça aura probablement changé au moment où est-ce que vous entendrez ce balado aussi. Mais on a dressé une petite liste ici avec la catégorie « C'est fait » et la catégorie « En train de ». Dans la catégorie « C'est fait », moi, un nom qui m'a beaucoup surpris, c'est Ruben Neves qui s'en va de l'Angleterre, qui va jouer à Al Hilal en compagnie de Kalidou Koulibaly. Chelsea qui a trouvé un moyen de dégraisser son effectif.
l'Arabie Saoudite qui essentiellement finance les folies les folies mercantiles de Chelsea, qui a décidé là, du jour au lendemain, hey, nous autres, on va payer des joueurs 40 millions trop cher, puis on va leur donner des contrats de 14 000 ans. Ben, Sans- c'est l'Arabie Saoudite qui règle le problème. Sans oublier les conditions. Est-ce que tu as vu l'avion dans lequel ils font les déplacements sur les autres terrains? Est-ce qu'il est en or massif? Je sais pas. Mais je te jure qu'il est en or massif. Justement, tu te trompes pas, Olivier. Mais hier, Le gars est un visionnaire. j'invite vraiment les auditeurs à aller à taper sur Google, vraiment, avion déplacement Al Hilal. Je te jure, c'est une dinguerie. C'est incroyable. Il y a de l'or partout, il y a des sièges de... Non, mais je veux vivre dedans. Je veux vivre dedans. Je veux habiter dedans. C'est juste incroyable. Et tu te dis, bah là, attends, tu comprends un peu les moyens qu'ils ont, les moyens pharaoniques qu'ils ont. J'étais juste impressionné. Et je peux vous dire dans ma carrière, on a vu des avions, on a vu t'es divine. des choses. Tu vois, Voyons donc. Olivier, t'as bien tapé sur Google. Et je te jure, mais c'est... Attends, hier, j'étais... Ben oui, mais qui a besoin de ça? C'est ça, je dis, mais c'est pas possible qu'une équipe de foot soit... Ils sont mieux traités que les présidents et les rois du monde. Tu te dis, mais c'est pas possible. Et je pense que, voilà, c'est le reflet. On dirait... Dans ma tête, il y a juste un méchant dans un James Bond qui peut avoir un avion de même. Ça n'a pas de bon Tu sens. vois ce que je veux dire? C'est là où je t'ai dit, Olivier, est-ce que ta réponse d'or massif, mais c'était une plaisanterie, C'est mais ça, ça mais l'est, c'est ça. ça l'est vraiment. Voyons. Et c'est juste incroyable, franchement. J'étais juste impressionné de voir des garçons en survêtement dans ces avions-là. Je me dis, c'est pas possible. Parlant d'or massif, il y en a une couple de joueurs en or massif là, qu'on attend à certains endroits. Hakim Ziyech, qui s'en ira à Al Nasser. Al Nasser, qui est le club de ce gars-là, là, Ouais. le Portugais. Edouard Mendy, qu'on attend à Al Ali. Bernardo Silva et Ilkay Gundogan sont convoités par Al Hilal. Saúl Ñíguez, ça, j'ai été surpris, ça, quand même. Je m'attendais à ce que ce soit un homme de l'Atlético un peu pour la vie. Mais Al Nasser, avec Ronaldo, ça va... Tout peut bien se passer. Ouais. Quelqu'un de l'Atlético avec Ronaldo. William Carvalho, qui est aussi annoncé à Al Nasser. Et Roberto Firmino, qui s'en irait à Al Ali. Je veux dire, on est dans un... C'est pas une collection de gars de 39 ans qui n'ont plus rien dans les jambes. Là. Ouais, ça rigole pas. On le savait, en même temps, on le savait que c'était un peu ça la stratégie, mais de voir certains de ces noms-là. On le savait, ça a été annoncé, mais j'étais quand même sceptique. On a vu Cristiano Ronaldo en tant qu'ambassadeur, justement, dire qu'il avait ouvert la voie et qu'il y a du monde qui allait arriver. Le gars est un pionnier. Ouais, j'attendais de voir ce que ça allait donner, ce qu'elle allait donner. Et finalement, tu te rends compte que, écoute, c'est juste impressionnant ce qu'ils arrivent à faire. Un Kalidou Koulibaly, capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, Chelsea. Capitaine de l'équipe nationale du Sénégal encore pour longtemps? Oh, ouais. Oserais-je demander? J'espère. Moi, je me pose cette question-là. Moi, j'espère pour lui en tout cas. Tu sais, de quelle manière est-ce que les sélectionneurs vont voir C'est ça. le calibre en Arabie Saoudite? Là? Bah, Si un John Herdman laisse faire certains gars de la MLS parce que c'est la MLS, je veux dire... Oui, 100%, mais moi j'ai écouté Didier Deschamps, par exemple, sélectionneur de l'équipe de France, dire je leur que, place. dire que pour lui, voir N'Golo Kanté partir là-bas, bah, ça changeait rien en fait à sa confiance envers N'Golo bon. Kanté et qu'il regardait ses championnats maintenant aujourd'hui et que pour lui, s'il était performant, il serait amené à le ramener en équipe de France. Donc, C'est parce qu'il est petit. ouais, Il est il est gentil. gentil, exactement. Et qui... Stopper Lionel Messi. Exactement. Et je pense que quand tu es joueur et que tu as cette assurance-là, ça devient forcément difficile de dire non. Je me replace dans notre conversation qu'on a eue il y a quelques semaines, Olivier, sur le fait de choisir sa trajectoire de carrière. Et je me rends compte qu'avec l'émergence de ces pays-là qui sont capables de te payer des millions et des millions, que oui, forcément, le choix sportif, entre guillemets, peut être un rêve pour les jeunes en devenir qui veulent être joueurs professionnels, mais qu'à l'arrivée, à la fin, l'argent dicte pas mal de choses aussi. L'argent dicte pas mal de choses et tu te rends compte que on peut aller au PSG pour l'argent aussi, tout comme on peut aller en Arabie Saoudite parce que il faut aller chercher le maximum d'argent et je pense que c'est le constat qu'il faut faire. Pour aller chercher le maximum d'argent, ils vont chercher le maximum. Exactement. Et C'est c'est incroyable. Les sommes qu'ils arrivent à donner, je pense qu'il faut se les mettre en tête. Là, c'est juste pharaonique. Gagner 30, 40, 50 millions par année, net d'impôts.
Je veux dire, tu es obligé de t'asseoir et de considérer justement ces aspects-là. Et forcément, quand tu sais qu'une carrière est courte, que tu as de la difficulté, tu parlais de Koulibaly qui est en difficulté sportive et Dormendi qui l'était aussi, bah forcément, quand on a une proposition de la sorte, tu y réfléchis, j'allais dire pas 2 fois, mais presque. Ouais. Mais heureusement, il n'y a pas que l'Arabie Saoudite. Il y a d'autres endroits où les amis peuvent aller jouer, comme Newcastle, par exemple. Ouais. OK, c'était peut-être pas le bon exemple Ouais, à choisir sur ce coup-ci, mais la Premier League fait encore c'est un petit championnat en perdition maintenant c'est ça. comparé à, C'est ça. comparé à l'Arabie Saoudite. Mason Mount. Ouais. Hein? On voit que les joueurs ont encore un certain pouvoir hein, dans ce sport-là. Mason Mount, qui décide qu'il ne re-signera pas. C'est terminé son aventure actuelle. Il veut s'en aller ou cet été ou il va partir gratuitement l'an prochain. Donc, essentiellement, ce qu'il dit à son club, c'est maintenant que ça se passe. Puis c'est à Manchester United que je vais aller. Premièrement, pourquoi veux-tu aller à Manchester United, franchement? Parce que Harry Kane va débarquer là aussi? Je sais pas. Ouais. Non, mais écoute, Manchester United, visiblement, demeure une destination. Je me l'explique mal pourquoi, là, mais bon, Bah, je suis cynique comme ça. Non, ou t'es juste fan de Newcastle, c'est tout. Sandro Tonali, veux-tu en parler de Sandro Tonali? Mm. Comment... Mason Mount et Harry Kane, est-ce que tu vois ça s'articuler de manière concrète au cours des prochains jours, prochaines semaines? Ça pourrait, c'est des équipes des équipes qui pourraient voilà, leur offrir la possibilité de grandir encore dans un autre niveau, j'ai envie de dire, de popularité. L'entraîneur, ça je vais le dire, l'entraîneur, jouer pour Ten Hag, ça serait peut-être... Bah, si on me vendait le projet, c'est aussi, là-dessus que j'achèterais. Sûrement, mais je veux dire, quand tu joues à Manchester United, tu es quand même à Manchester United. Et avec un entraîneur qui... L'équipe à côté vient d'en gagner 3 des trophées. Là. 100%, mais c'est une équipe qui a quand même de l'ambition. Et plus dans le rapport à Harry Kane, où moi j'ai l'impression qu'il a fait un petit peu ce que Mbappé fait au Paris Saint-Germain, c'est qu'il est dans une équipe qui n'est pas, à mes yeux en tout cas, à la hauteur de son talent. J'ai l'impression qu'Harry Kane, pour moi, c'est le... Il aurait pu partir il y a 4 ans. Oui, mais il est resté justement, et j'ai l'impression que voilà, que l'équipe n'était pas justement à la dimension de ce qu'on pouvait lui offrir. C'est un joueur qui peut jouer dans les top clubs aujourd'hui, et je pense que un départ est nécessaire s'il veut arriver à une autre dimension, tout simplement, et Tottenham n'est pas capable de l'offrir. Antonio Conte était le premier à le décrier, et à sa façon, le manque d'ambition il décriait, enfin, il donnait l'impression que c'était le Club Med, quoi, Tottenham, et que s'il n'y avait pas plus de pression que ça, et ça c'est grave quand tu as de l'ambition et que tu es en Première Ligue. Donc Manchester, pour moi, peut être une bonne option pour eux, même si j'attends de voir qui va être le numéro 9 du Real Madrid, et forcément son nom a été cité aussi, donc on va voir ce que ça va donner. Dans la catégorie les riches s'enrichissent, Josko Gvardiol à City, ce serait pas mal, ça, comme recrutement. Ils sont pauvres. Jab me nous dit qu'ils sont pauvres, Manchester City. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Regarde, hein? Vu qu'on parle d'Arsenal, Declan Rice. Declan Rice qui est annoncé à Arsenal, ça, je pense sincèrement, ce serait un bon coup. Ouais. Ce serait un bon coup pour Mikel Arteta. Je l'ai dit tantôt, Tonali, qu'on attend à Newcastle, même si c'est pas fait encore. Donc, forcément, ça va être fait quand vous aurez entendu ce balado, parce qu'on connaît notre brand. Et au PSG, Hassoun, qu'est-ce qui se passe là? Hein? Dis-nous qu'est-ce qui se passe ou ne se passe pas au PSG là? C'est toute la question de savoir si Galtier va être officiellement viré, parce qu'on sait qu'il ne restera pas forcément. Donc, il n'y a encore aucune annonce de ce côté-là. Et surtout, le directeur sportif aussi, Luis Campos, savoir s'il restera aussi, parce qu'il y a eu pas mal de déceptions sur le plan sportif et sa responsabilité est mise en cause. L'autre directeur sportif, lui, est-ce qu'il va rester? C'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question. On se pose la question. Il est en vacances en ce moment à Marrakech avec ses amis. Donc, il reprendra des décisions sur le plan sportif d'ici quelques semaines. Et je pense que le président attend son retour de vacances pour prendre des décisions. Quand tu parles du président, tu parles de Florentino Pérez. Ah, c'est bien amené, Olivier. Quelle force. Incroyable. Le gars, il fait des liens. Incroyable. Ouais, avec le Real Madrid. Écoute, moi, je pense qu'il va partir. Je pense que tout est fait pour qu'il parte. La façon dont on communique à l'inverse, à faire penser qu'il va rester, me donne encore plus de certitude sur l'idée du départ.
C'est une façon de négocier au mieux et de partir de la meilleure des façons, en tout cas sportivement. Je pense que Pérez le veut absolument et que Mbappé, comme je l'ai dit tout récemment, perdait son temps au Paris Saint-Germain et que voilà, il est temps de partir et d'évoluer sous d'autres cieux. Hein, c'est comme à la lutte. Le méchant te fait penser que le scénario va se passer de telle Exactement. manière. Et puis là, C'est ça. on s'en va de l'autre côté complètement. Ouais, ça va se jouer fin août. Fin août, hasta luego. Hassoun se mouille aujourd'hui. Hein? Fin août là-dessus. L'Impact va gagner la Coupe MLS. Toute la patente. Ouais. On est dans les grandes prédictions aujourd'hui. Merci pour ça, Hassoun. On fait un petit dernier détour. On va parler un peu. Il y a une Coupe du Monde qui s'en vient en Australie. Je pense que ça va toujours être dans nos têtes. Ça va toujours être quelque chose... Quand on représente notre pays, quand on représente cette fédération, c'est sûr que tout ce qui s'est passé dans le passé, tout ce qui se passe à présent, tout ce qui n'est pas encore rectifié, ça nous pèse dessus, mais on va y aller, on va être aussi professionnel et aussi motivé qu'on veut. Tout le monde veut gagner, que ce soit la fédération, les joueuses, les supporters, tout le monde veut y aller pour gagner. Donc je ne vais pas dire que ça ne nous pèse pas dessus, mais évidemment ça va être dans un coin de notre tête. On a la chance qu'il y a des joueuses qui ont pris énormément de responsabilités. Je pense notamment à Janine Beckie qui mène la charge, soi-disant. Malheureusement, elle est blessée pour l'instant, mais elle a pris l'initiative de se battre pour nous en nous laissant un peu plus tranquille. Donc non, ça va quand même être dans nos têtes, mais ça ne va pas nous peser dessus autant en sachant que la charge est menée par des personnes superbes. L'arrière centrale canadienne, je dis canadienne parce que, bon, le Québec la revendique dans une certaine mesure. La Franco-Ontarie la revendique aussi dans une certaine mesure. Fait que je vais juste dire la canadienne. Vanessa Gilles, qui s'exprimait, il y avait comme une espèce de pré-camp à Toronto. Pré-camp. Ouais, un pré-camp. Pré-camp. Ouais. OK. C'est comme ça que je qualifierais ça. La semaine dernière, c'est à Toronto. Et Vanessa Gilles s'exprimait comme quelques-unes de ses collègues. Il y avait une fenêtre où les médias pouvaient aller parler aux joueuses. Et puis, bon, on a parlé de différents enjeux de toutes sortes, notamment l'enjeu, l'imbroglio juridico-financiero, toutes sortes d'affaires entre les joueurs, les joueuses et Canada Soccer. Donc, on en a parlé de manière assez prudente quand même. Vanessa Gilles qui dit « Ah, c'est sûr, ça va être dans un coin de notre tête, etc., etc. » Et là, par un heureux hasard, je suis sûr que ce n'était absolument pas calculé, quelques heures après cette fenêtre-là, offerte à Toronto aux médias, Neil Davidson de la presse canadienne sort une entrevue avec Christine Sinclair. Et Christine Sinclair, il va de ses déclarations. « Nous n'en sommes pas au point où nous refusons de monter à bord de l'avion, mais c'est le moment de régler le tout pour que les joueuses n'aient pas à s'en soucier pendant la préparation. Comme équipe, nous avons carrément dit à la Fédération qu'il nous faut une entente au moins pour la Coupe du Monde et le reste de cette année avant de nous rendre là-bas. On s'en approche. Je crois que ça se produira. Est-ce que ce sera une entente à long terme? Non. Mais il se passera quelque chose avant la Coupe du Monde. Je le répète, c'était absolument pas calculé. C'était une coïncidence pure et simple. Mais là, ce que j'en comprends, et on le comprend encore plus quand, bon, on vient de m'envoyer ça il y a quelques minutes à peine, Rick Westhead de TSN qui a parlé à Jason DeVos. Et Jason DeVos dresse un portrait assez catastrophique des finances de Canada Soccer au point où les fenêtres internationales qui sont prévues cet automne, le Canada pourrait carrément ne pas en profiter faute de fonds suffisants. Là, ce que j'en comprends de tout ça, c'est ça va ressembler un peu à ce qu'on a vu, notamment pour la Coupe du monde masculine au Qatar, quand il y a eu des rétros, là, des financements rétroactifs, notamment pour les femmes et l'année dernière, quand Canada Soccer a annoncé en grande pompe, on a conclu une entente, c'était pour des trucs qui étaient en retard là, d'un point de vue paiement. Ça va être encore la même chose. Ça va être quelque chose à court terme. Est-ce que c'est suffisant à tes yeux, Hassoun, pour, Vanessa Gilles le disait, ça va être dans un coin de notre tête. Est-ce que ça va encore leur trotter en tête? Même si, bon, c'est ça, c'est une entente... comment on appelle ça en langage de hockey? Là? C'est un contrat, un bridge contract. Là. Hein? Oui, ça va forcément trotter dans les têtes. Et je ne pense pas que ce soit une bonne chose à l'approche d'une compétition aussi importante. Je veux dire, là où tu dois être le plus serein possible,
pour te concentrer sur le terrain, bah, tu es amené à avoir des positions ou des postures en fait pour obtenir ce que tu mérites entre guillemets. Donc forcément, ça t'enlève un influx de concentration et de liberté totale pour te concentrer sur ce que tu as à faire. Et tu pars avec un handicap que d'autres équipes prétendantes à la victoire n'ont pas spécialement. Donc moi, c'est le premier problème que je vois. Et le deuxième, c'est celui de la position des filles aussi, où on exige des choses, où on menace, entre guillemets, soit on a parlé de certaines grèves par le passé, ou de ne pas prendre de posture, etc. Puis finalement, tu te rends compte que, je veux dire, si on fait cette Coupe du Monde-là, qu'est-ce qui se passe? Ta position, elle est affaiblie parce que tu as annoncé que tu allais te retirer ou ne pas faire certaines choses. Mais est-ce que tu peux faire quelque chose à la Coupe du Monde, justement? Moi, c'est Oui, une mais tu vas question qu'on faire me quoi? pose. Tu vas faire quoi? Tu vas mettre un maillot mauve? C'est ça? On l'a fait. Tu vas avoir des déclarations? Tu l'as fait. Est-ce que ça a vraiment changé les choses? Je suis pas sûr. Et plus tu fais, plus tu t'inscris dans cette posture-là, et plus tu es faible, entre guillemets. C'est ce que j'observe, c'est que tu n'as pas finalement le levier nécessaire pour pouvoir vraiment, vraiment changer les choses et faire peur, entre guillemets, à la fédération. Donc moi, c'est tout le problème que je vois. Je pense que si on prend une position, il faut la prendre, mais je veux dire de façon drastique, en fait. On ne fait pas la Coupe du Monde, ou on ne participe pas, et voilà, on ne participe pas parce que voilà ce qui se passe. Mais être à demi-mesure, à demi-mot ou à demi-position, forcément, ça amène beaucoup moins de poids dans des revendications, et je pense que la fédération le sait aujourd'hui. Je lance l'idée là, sans y avoir réfléchi nécessairement au préalable. Tu en as parlé justement du maillot mauve, ou du moins qu'on ait des accessoires mauves et tout ça. Il y avait eu un certain élan de solidarité, certaines équipes, même parce que ça s'était passé au début de l'année à la Coupe She Believes. Il y avait eu de l'appui nettement là, de la part des États-Unis, Brésil, Japon. Il y avait même l'équipe anglaise qui était à la Coupe Arnold Clark, un océan de distance, qui avait fait un geste semblable. Disons, les Canadiennes convainquent un maximum d'équipes à la Coupe du Monde. Tu ne peux pas en convaincre 32, j'imagine, là. Mais t'en convaincs une bonne vingtaine, vous embarquez dans le mouvement, puis vous faites ça avec nous. Tu sais, est-ce que pour toi, c'est assez fort? Non. Non? Non, et je pense pas que ça se ferait, parce que, je veux dire, bien entendu, il y a une forme de solidarité dans le football et dans le football féminin. Mais la réalité, c'est que, je veux dire, c'est une nation concurrente aujourd'hui dans ce type de compétition. Et ce qu'on veut, c'est gagner. Et si tu peux profiter justement de la faiblesse d'un adversaire dans ce type de compétition-là, tu le feras pas. Donc je pense même pas que ce soit le moment propice pour ces filles-là de le faire. Et je pense que, à mes yeux en tout cas, c'est ma position, mais soit tu participes à la Coupe du Monde et tu ne te revendiques absolument rien, soit tu revendiques et tu t'absentes en fait de ce tournoi-là. Pour marquer le coup, pour avoir... pas le faire à moitié. Tu fais pas les choses à moitié, parce que c'est une façon justement de t'affaiblir tout simplement, d'avoir des revendications. Tu as eu le mot juste, tu as parlé de gestes tout à l'heure. Il y en a eu des gestes justement de la part de tout le sport féminin, mais la réalité c'est que les gestes ne suffisent plus aujourd'hui. La symbolique, c'est bien, le maillot, etc. C'est top, mais c'est pas ce qui fait changer les choses, et c'est malheureusement, en tout cas, c'est des actions drastiques qui permettent finalement aux fédérations de revoir leur position. Et sans ça, c'est des choses continueront, etc. Et ça s'est vu dans toutes les fédérations. Hein. L'équipe de France, c'est pareil. On avait l'impression qu'il y avait une totale impunité et des décisions faites par l'équipe de France, par la fédération française. Et il a fallu qu'Mbappé, finalement, tweete pour que le président parte. Mais sans ça, il y aurait des choses qui auraient continué de la même façon. Je veux dire, c'est des choses qu'on a vues partout. Mais à un moment donné, il faut savoir dire stop et choisir ce qu'on veut faire pour réellement changer les choses en profondeur. C'est à partir du 21 juillet, dans le cas des Canadiennes, qu'on saura un peu c'est quoi leur plan. C'est leur premier match à Melbourne. Le Nigeria, c'est ça? Oui, contre les Nigeria, ensuite à Perth contre l'Irlande, puis ensuite de retour à Melbourne pour affronter le pays hôte qui est l'Australie. Donc,
Hein? Il y aura peut-être, justement, quelques gestes. Oui. Parce que, honnêtement, je ne vois pas vraiment dans ma tête un scénario où les Canadiennes font carrément un X sur cette Coupe du Monde-là. C'est ça. Je sais que Christine Sinclair ne voudrait pas qu'on prenne sa retraite à sa place, mais sait-on jamais, c'est peut-être la dernière. Et là, bon, visiblement, à Toronto, il y en a qui ont été choqués par ce que j'ai dit sur Toronto tantôt, que ce serait la pire équipe d'une division en dessous de la MLS. On t'a entendu. Parce que Bob Bradley vient d'être congédié, les amis. Ouais. Ça vient de se faire là. Et Toronto s'en va où, Assoun? Bonne question. Écoute, je suis quand même surpris, à demi surpris par la décision. J'avais l'impression qu'il avait l'immunité totale à Toronto, que c'était celui qui faisait un petit peu tout et qui choisirait tout simplement son départ. Mais au vu des résultats catastrophiques de Toronto cette saison, l'année dernière aussi, pour le coup, écoute, c'était, ça me surprend pas plus que ça. Je pense que c'était la bonne décision à prendre et qu'il fallait partir sur un nouvel élan. On a vu des joueurs cadres ne plus adhérer à ce qu'ils proposaient sur le terrain aussi, des résultats plus que moyens sur le terrain. Et avec l'équipe, avec la formation, les moyens que tu as, c'est pas possible en fait d'être à cette position dans le classement et de proposer ça à tes partisans. Donc, on a choisi Insigné, on a choisi Bernardeschi à la place de choisir Bob. C'est toujours C'est ça. un choix. C'est toujours ça. Les joueurs gagnent toujours. Les joueurs oui. gagnent toujours et très régulièrement. Et je pense que la puissance et l'impact qu'ont ces joueurs-là et que s'il y avait un choix à faire, forcément, ce serait l'entraîneur qui sauterait en premier. Ben oui. Hein? Donc, des vacances forcées pour Bob Bradley. Moi, j'ai des vacances pas forcées, Assoun, qui s'en viennent à partir de la semaine prochaine. Donc, je ne serai pas là. Vacances bien méritées pour oui, bien méritées. Olivier. Je ne vais pas faire de fausses modesties. Ils sont Non, bien non. méritées. Je suis allé Ouais. chez l'optométriste la Ouais. semaine passée. Dis-nous. Et mon optométriste m'a demandé, « Monsieur, avez-vous des vacances qui s'en viennent? Parce que vos yeux sont secs, puis ce serait peut-être le temps de lâcher l'ordinateur. » Ouais. Je me suis acheté des larmes artificielles à ça. J'ai 37 ans. Te rends 37 ans, puis je suis rendu à mettre des gouttes. Ça Hein? dit tout le travail, C'est tout le dégueulasse. Ouais. tout le temps passé à travailler et j'en suis témoin. Je souhaite de bonnes vacances, vraiment. C'est bien aimable. Il le mérite, notre Olivier national. Voilà. On pense encore très fort à Christine Roger qui prend du repos. C'est pas elle qui sera là la semaine prochaine. On a un plan que je qualifierais généreusement de plan F. Ce sera une belle surprise qu'on vous réserve, les amis, pour le balado de lundi prochain. Et maintenant, je te parlais de courriels d'insultes tantôt. Ça se peut qu'à la diffusion de ce balado, je reçoive des messages d'insultes de la part du dit plan F. Merci à Soud. Merci Olivier, c'était un d'avoir été plaisir et je suis content aujourd'hui. On a eu la chance de recevoir Samy. Oui, Samy, merci à notre régisseur d'un jour. Oui, un jeune amoureux du Voilà. football, passionné, et puis on était content de le recevoir en tant que stagiaire, entre guillemets, et passionné du foot. Donc merci à toi, Samy. Tout à fait. Merci à Jacques-Alexis derrière la console qui est très vigilant. Bob Bradley, c'est lui les habits. C'est grâce à lui. C'est aussi grâce à lui, ça, là, cette affaire-là. Là, ça suffit. Alors, moi, je vous retrouve, je ne sais pas quand exactement, parce que je finis mes vacances. Je pars pour l'Australie. On va continuer à se parler à partir de l'Australie, même si je vais perdre une journée en me rendant. On va trouver un moyen de se parler. On va parler de soccer féminin, de cette Coupe du Monde-là qui promet d'être absolument fascinante. Et c'est ça. On se retrouve de l'autre côté, éventuellement, pour un autre tellement soccer. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.